Phil, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui t'a poussé à passer du documentaire à la fiction, puisque Elle ne pleure pas, elle chante, c'est le premier film de fiction. Eh bien, en fait, personne ne le sait, mais j'ai commencé par la fiction. De toute manière, documentaire ou fiction, pour moi, c'est le même. C'est du cinéma, en gros. Ce sont des plans, des raccords, des durées, des profondeurs de champ, des lumières, des personnes qu'on filme. C'est le même dispositif de base. C'est quelqu'un qui est derrière la caméra, puis il a son outil, et puis devant lui, il y a quelqu'un d'autre. En gros, c'est pour moi le cinéma, que ce soit fiction ou documentaire, c'est vraiment la même chose. Euh, j'ai toujours voulu faire et de la fiction et du documentaire. Et tout un temps, je me suis interdit de faire du long métrage de fiction parce que je voulais tourner. Je voulais filmer, je voulais réaliser. Et quand on fait un long métrage de fiction, on appelle ça long métrage et je sais pourquoi maintenant. C'est parce que ça dure très longtemps. C'est très long. Les temps sont monstrueux. Et on tourne tous les 5 ans, en tout cas au début, quoi. Bon, il y a Bouli et les frères qui tournent tous les 2 ans. Ils ont réussi à trouver le truc pour. Mais c'est comme si on demandait à un guitariste, hein, vous êtes quoi? Je suis musicien. Vous êtes quoi? Guitariste. Hein, et vous avez joué quand la dernière fois? Ah, il y a 5 ans. C'est absurde, quoi. Ou un peintre, hein, j'ai pris mes pinceaux il y a 5 ans, quoi. Et un cinéaste, on demande ça. Enfin, on demande, non, c'est pas qu'on demande, mais c'est comme ça pour un cinéaste de fiction. Et en documentaire, c'est comme c'est beaucoup plus léger à produire. J'ai réalisé un documentaire tous les ans et demi, tous les ans parfois. Et donc, j'étais cinéaste bien plus quand j'étais quand je faisais du docu que maintenant que j'ai commencé la fiction, en fait, d'une certaine manière. Alors, on tombe tous les jours dans sa tête, ça c'est une évidence, c'est terrible d'ailleurs. On tourne tout le temps, mais c'est quand même pas la même chose de tourner en vrai tous les 5 ans et de tourner en vrai tous les ans, quoi. Et puis à un moment donné, je savais pas très bien ce qui me prenait, mais j'ai lu ce court roman d'Amélie Sarne, Elle ne pleure pas, elle chante. Et au fur et à mesure que je le lisais, ça a mis 1 heure et demie pour le lire, pendant cette heure et demie, une sorte de pulsion, vraiment comme une pulsion complètement inconsciente, incontrôlée, irrationnelle, il faut absolument que je tourne un film. Là. Et il fallait pas que ce soit un documentaire. Il fallait pas que ce soit un documentaire, c'était une sorte d'évidence dès le début, euh, parce que quand même le pouvoir de la fiction, le pouvoir d'évocation de la fiction, c'est de pouvoir rentrer dans la tête des gens, quoi. Tellement intimement, qu'il n'y a plus de pudeur, il n'y a plus de politesse, il n'y a plus de bonne éducation, on est au plus proche de la vérité intime. Alors en documentaire, c'est ce que j'ai toujours essayé de faire, j'ai toujours essayé de filmer ce qu'il y a dans la tête des gens. La ville invisible, par exemple, c'est parce qu'elle est invisible, elle est venue, elle est dans la tête des gens. Le cycle burundais, je ne filme pas la vie quotidienne des enfants de la rue, je filme leur vision du monde. Enfin, j'essaye de filmer leur vision du monde. Donc, j'essaye de faire la même chose en documentaire. Mais en fiction, ce qui est fantastique avec la fiction, c'est qu'on peut faire sentir, exprimer des choses qu'on ne peut pas, par pudeur, tout bêtement par pudeur et par respect de la personne qui est devant ta caméra, qu'on ne peut pas exprimer. Je ne vais pas filmer des gens qui font l'amour, par exemple, en documentaire. Et dans tous les films de fiction, il y a des gens qui font l'amour, quoi. Enfin, c'est tu sais, ou quelqu'un, est-ce que tu peux me tuer là, quelqu'un d'autre? Attends 2 secondes que je me prépare. En docu, non, quoi. En fiction, il y a un film sur 2 où on tire sur quelqu'un. Bon, alors l'amour et la mort, c'est quand même 2 choses fondatrices de notre vie. Et c'est pas un hasard, voilà, la fiction, on rentre tellement intimement dans la tête des gens. Et pour ce sujet-là, je trouvais que c'était tellement important. On parle beaucoup des abus sexuels, maintenant avec les trucs de l'église et tout ça. Avant, il y avait du trou fourni. Ça fait maintenant 15 ans qu'on est dans une sorte d'émergence de toute cette saloperie qui était là, non dite, mais on n'en parle pas bien, je trouve. On en parle soit de manière journalistique, enfin pas bien, c'est pas que... Mais disons, on en parle soit de manière journalistique, soit de manière complètement impudique dans les talk-shows, soit on n'en parle pas, tout bêtement.
Et moi, j'avais envie d'en parler en fiction pour être dans la tête d'une femme à qui c'est arrivé et qu'est-ce qui se passe quand, voilà, qu'est-ce qui se passe dans notre tête quand ça nous arrive, quoi. Il y avait un sacré défi quand même par rapport à, disons, un traitement cinématographique, c'est que on peut dire qu'une grande partie de l'action se passe dans une chambre d'hôpital avec un homme dans le coma et une femme qui parle ou se tait, le regarde, etc. Donc c'était quelque chose qui quand même demandait à subir un traitement. Et alors il y avait aussi le fait qu'il y a tout un passé qui remonte et donc la tentation du flashback que tu as totalement évité aussi. Dans les premières écritures, j'ai écrit beaucoup de versions du scénario, et dans les premières, il y avait pas mal de flashbacks en fait. Avec visualisation, Ouais, de certaines scènes visualisation des d'enfance. flashbacks, ouais. Où on montrait que des scènes assez douces et belles d'ailleurs. Où la menace était hors champ. Elle se souvient. On était dans son souvenir à elle et elle ne se souvenait paradoxalement que des belles choses. Et tout le reste, elle l'avait scotomisé, caché derrière les rideaux. Et donc, c'était assez chouette parce que les flashbacks étaient tout à fait surprenants, parce que c'était des flashbacks très nostalgiques, de douceur, avec son papa qu'il aime, quoi. Et finalement, je me suis dit non, il faut rester au présent, il faut rester dans l'expérience qu'elle vit. En fait, ce film documente 1 mois et demi de la vie de cette femme, 1 mois et demi exceptionnel, évidemment, dans la vie de cette femme, puisque c'est quand même une fiction, il y a toujours quelque chose d'exceptionnel, hein. C'est bigger than life. Ce moment où elle expérimente le fait de prendre son destin en main, de dire bon, maintenant ça suffit, j'ai été possédé par ce type toute ma vie, il faut que je me libère de cette possession. C'est une sorte d'auto-exorcisme en fait. Et donc j'ai supprimé les flashbacks. Et par rapport à la chambre, au-delà du fait que les décors soient peu nombreux, hein, il n'y en a pas beaucoup, hein, j'ai voulu traiter ce sujet de manière avec la sobriété la plus grande. Alors bon, le danger c'était que ça devienne emmerdant ou tellement pauvre qu'on ne sent plus rien évidemment, hein. Et le défi était plutôt là pour moi. Le principe de base, le choix de base c'était sobriété à tous les niveaux. Au niveau du scénario, j'ai écrété toutes les scènes un peu hystériques ou trop fortes, je les ai toutes écrétées, alors que je les avais écrites, hein. Pour pouvoir justement savoir quelle histoire je racontais, j'avais tout écrit. Donc sobriété au niveau du scénario, sobriété au niveau de la mise en scène, la distance avec laquelle je filme cette fille, cette femme, est toujours la même quasiment. Je ne suis pas complètement avec elle, dans elle, mais je ne suis pas observateur extérieur non plus, je l'accompagne tout le temps. La caméra l'accompagne tout le temps, un peu à 1,50 m d'elle, tout le temps. Donc de nouveau, sobriété très grande au niveau des choix de cadre, de composition, de mise en scène. Dans les décors aussi, très peu de décors. Une esthétique du plan fixe aussi. Oui. On a l'impression effectivement que cette colère rentrée et qui doit sortir et tout se heurte au bord du cadre qui lui reste absolument intangible. C'est une esthétique de la retenue en fait. Je voulais que tout soit retenu, puisque c'est l'histoire du non-dit et de la retenue des sentiments, de la retenue de la colère, de la retenue de la honte, de la retenue du dégoût. Elle retient tout et dans cette famille, tout le monde fait semblant en fait. C'est faire semblant, c'est un film sur comment est-ce qu'on passe sa vie à faire semblant. En gros, ça aurait pu s'appeler comme ça, comment on passe sa vie à faire semblant. Et sur la conspiration du silence, le déni, le déni de la mère, l'inconscience du frère, des choses comme ça, qui sont plus traitées dans le film, à la limite, que dans le roman. Oui, beaucoup plus. C'est un film sur le silence, sur la retenue, et même le jeu des comédiens. J'ai cherché... Tu veux parler du choix d'Erika Sainte, qui n'est pas connue, elle a joué quelques courts-métrages, je crois aussi à la télévision un petit peu, c'est surtout une actrice de théâtre. Oui, c'est surtout une actrice de théâtre en gros, hein. Elle avait fait 2 courts-métrages avant. Et elle est connue dans le milieu théâtral belge, je l'ai connue quoi, mais c'est tout. Et j'espère que là, ça va la faire connaître parce que c'est une actrice de cinéma exceptionnelle, je trouve. Elle a un jeu d'une intériorité fantastique. Et c'est pour ça que je l'ai prise d'ailleurs, pour la qualité d'intériorité qu'elle a. C'est pas un jeu expansif. C'est pas un jeu qui s'exprime tellement. Et donc, comme je voulais justement, même au niveau du jeu des comédiens, avoir cette sobriété, cette retenue,
c'est elle qui me proposait la plus belle Laura de toutes, quoi. Alors on peut parler justement de ce côté finalement lumineux du film. C'est un chemin vers une sorte de libération et qui passe par la parole, par le fait que quelqu'un va libérer toutes ses pulsions négatives en communiquant tout ce qu'elle a au fond d'elle, quoi. C'est un trajet vers la lumière, une sorte de renaissance, quoi. Oui. En fait, c'est pas du tout un film casse-tête, je trouve. Ça, tout l'aspect, toutes les dimensions sordides sont évacuées hors champ, c'est avant que le film démarre, en fait. C'est avant que le film démarre qu'elle se fait abuser par son père, qu'elle essaye de vivre en faisant semblant que tout va bien, etc. À partir le film démarre le jour où elle décide, où elle prend sa décision, maintenant ça suffit, je vais vivre ma vie, il faut que je me libère. Et le film d'une renaissance et pas le film d'un engloutissement. C'est vraiment une femme qui renaît. Donc c'est plutôt un film lumineux qu'autre chose.